Le point principal, c'est que plutôt qu'une confrontation entre la civil law et la common law, nous sommes devant un empire du droit national américain qui rêve de s'étendre au monde entier, qui rêve d'aligner les pratiques juridiques, les procédures, et surtout qui rêve de donner aux procureurs et aux juges américains une compétence universelle sur l'ensemble des affaires et des courants financiers dans le monde. Il y a quand même une polémique sur le fait de savoir si les Américains, en poursuivant un certain nombre d'affaires, de corruption notamment, est-ce qu'ils sont dans leur droit de le faire ou non? Parce qu'en fait, ce que les Américains disent, c'est vous n'êtes pas en train de faire le ménage, vous Français, dans ce domaine-là, donc on le fait à votre place. Je pense que ça, c'est un point important du débat, parce qu'en fait, d'un côté, cette argumentation des Américains est quand même audible. D'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas derrière des arrière-pensées politiques et économiques? Très bien. Ce que c'est que l'extraterritorialité du droit, quel est ce terme un peu barbare, et est-ce que, justement, à travers les affaires précédemment citées, comme la BNP, comme PSA, comme Siemens, etc., est-ce qu'on peut parler véritablement d'impérialisme juridique américain? Alors, quelques propos préliminaires. Quand vous êtes venu me voir pour me proposer cette conférence, vous devez effectivement venir présenter une de mes spécialités qui est donc la compliance. Et lorsque je vois sur Facebook l'invitation avec Hervé Juvin, VS, Christian Dargam, Lagarde, alors je ne sais pas si ce soir je dois défendre l'impérialisme américain ou non, je ne le sais pas. Monsieur, en premier rang, vous disiez tout à l'heure, soyons américains un peu, je ne sais pas si je vais l'être ou non ce soir. En tout cas, je vais essayer de partager avec vous mon expérience dans ce domaine et peut-être effectivement avoir un petit débat un peu épicé, je dirais. Donc la définition d'extraterritorialité, j'essaierai de ne pas trop rentrer dans les concepts et dans la théorie et de partager avec vous des expériences pratiques. J'ai choisi deux définitions que j'ai trouvées claires. Une qui est donc publiée dans le Dictionnaire de droit international public de Jean Salmon. L'extraterritorialité est une situation dans laquelle les compétences d'un État législatif, exécutif ou juridictionnel régissent des rapports de droit situés en dehors du territoire du dit État. Je crois que la définition est claire. Je vais commencer directement par un exemple pratique. Vous parliez tout à l'heure des lois anticorruption américaines, le fameux FCPA. Donc c'est une loi américaine, ça n'est pas une loi internationale, ça ne résulte pas d'un traité international, une loi de 1977. Et lorsqu'on prend le top 10 des condamnations sous cette loi américaine, on voit qu'il y a deux groupes américains. Donc il y a 8 entités étrangères, dont 3 françaises d'ailleurs, au passage. Donc c'est un exemple très parlant de l'extraterritorialité. On va voir tout à l'heure, je pense pendant le débat, si c'est utile, pas utile, mais on voit bien quand même qu'en pratique, l'extraterritorialité est appliquée, plus ou moins par les pays d'ailleurs, parce qu'en fait on parle des Américains ce soir, mais on voit que la France ou la Grande-Bretagne ou plein d'autres pays ont des lois extraterritoriales. La France, le droit pénal français, permet de poursuivre, sous certaines conditions, des crimes ou des délits qui sont commis à l'extérieur du territoire français. Ça, c'est extraterritorial. La loi anticorruption anglaise, le UK Bribery Act, est également extraterritoriale. Donc, ça n'est pas un monopole des Américains. Réagir, je ne suis pas sûr que le mot extraterritorialité ne soit pas un peu un piège. Je vais faire un peu un long détour, maître, un peu comme vous, pour dire comment j'en suis venu là, parce que je parle et le rouge me monte au front, je ne suis pas juriste. Je dois vous faire un aveu, ça me vaudra peut-être un peu de décharge d'accusation. Je ne suis pas juriste, je suis venu par un biais tout à fait extérieur. Depuis une dizaine d'années, j'ai publié effectivement un certain nombre de livres sur les grands changements de notre condition politique. Je pense que vous tous qui êtes là, vous vivez une vie totalement différente, vous allez vivre une vie encore plus différente que par le passé. C'est une banalité de dire ça, mais c'est comme cela que j'en suis arrivé à m'interroger sur quelques grands sujets politiques, notamment celui du rôle du droit dans le jeu géopolitique mondial, et en arriver à cette conclusion que nos amis américains, mais aussi nos amis chinois connaissent bien. On peut obtenir par le droit et par la hard law à peu près tout ce que pouvait apporter la guerre sans les moyens de la guerre. Et donc je crains que le mot d'extraterritorialité ne soit quelque part un peu un piège. Je pense que le vrai sujet, c'est le marché mondial du droit qui est en train de s'instaurer. Là je cite le livre de Garapon et de Servan-Schreiber que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Je pense que derrière ce marché mondial du droit qu'on veut nous faire acheter comme une
mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux, il y a une vraie démarche d'imposition d'un droit national, le droit national américain, à l'ensemble de la planète, avec un prétexte excellent qui est celui de la bonne marche des affaires. Alors je vais naturellement être un peu caricatural, vous me le pardonnez, mais il faudrait être bref. Je crois que là où, notamment dans la tradition continentale, nous cherchons à atteindre la vérité et nous cherchons à appliquer la justice dans l'égalité, je crois que le principe qui prévaut dans la justice nord-américaine, c'est la bonne marche des affaires. Et là où la juste administration de la justice causerait un préjudice grave à la marche des affaires, il vaut mieux faire une bonne transaction, on ne va pas chercher à voir. Celles et ceux d'entre vous qui s'intéresseraient à l'affaire Madoff, c'est absolument sidérant. L'affaire Madoff, on a des dizaines de milliards qui disparaissent. Bernard Madoff est d'accord pour plaider coupable, il va prendre, je crois, 150 années de prison, fermé, il n'y a plus rien à chercher, et personne ne saura jamais où sont allés les milliards. Probablement parce que chercher un peu trop aurait posé problème à l'État profond américain. Je vous le dis d'ailleurs, cette affaire n'est pas finie, parce qu'il y a nombre de Français qui ont été lésés dans l'affaire, et pour ma part, je ne suis pas certain que cette affaire ne se réouvre pas un jour. Mais enfin, c'est absolument remarquable. Ne posons pas trop de problèmes à nos banques, à nos gérants de fonds qui en ont déjà assez. Refermons l'affaire, vous avez plaidé coupable, c'est fini, l'affaire est classée. Je crois qu'on est donc sur des conceptions assez différentes du droit. Je passerai outre l'opposition common law, civil law, dont je crois qu'elle est très largement dépassée. Je le répète et je terminerai là-dessus. Je crois que derrière le mot extraterritorialité, qui peut cacher beaucoup de choses, qui est légitime dans un certain nombre de cas, par exemple les actions antitrust, je crois qu'on a aujourd'hui l'essai d'imposition d'un système national qui veut régir l'ensemble des relations mondiales. Il s'applique très durement à des entreprises européennes et françaises, mais j'apprenais aujourd'hui que le deuxième fabricant de télécom chinois, qui est l'entreprise de ZTE, vient d'être condamné et sanctionné par la justice américaine parce qu'il aurait rompu des embargos avec l'Iran. Donc on voit bien une puissance qui veut gérer les relations mondiales, qui est probablement en train d'adopter une nouvelle grande stratégie de global constraint. Et cette nouvelle grande stratégie de global constraint passe par la poursuite juridique de tout ce qui, dans le monde, est contraire à l'intérêt national américain. Alors je vais répondre, je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites, partiellement d'accord sur le fait que, en matière d'embargo par exemple, c'est un instrument de politique étrangère et qu'un certain nombre de banques sont poursuivies par exemple pour avoir violé l'embargo sur Cuba, alors que bon, la France n'a aucun problème avec Cuba et la plupart des grands pays, de tous les pays même, n'ont pas de problème avec Cuba. Mais dans d'autres cas, notamment en matière de corruption, que disent les Américains? Moi j'étais à Washington au mois de novembre pour la grande conférence sur le FCPA. Vous avez tout le monde, le DOJ, la SEC et le FBI. Et j'ai discuté avec... Est-ce que vous pouvez juste rappeler rapidement ce que c'est que le FCPA pour... Le FCPA, donc c'est la loi anticorruption américaine de 1977 dont je parlais tout à l'heure. Foreign Corruption Oui, Practices. exactement. Foreign Corruption Practices Act. Et donc, vous savez peut-être qu'il y a eu une convention de l'OCDE qui impose à tous les signataires de cette convention de punir la corruption d'agents publics étrangers. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusque-là, on punissait la corruption sur le territoire de chacun des pays signataires, et on s'est rendu compte que c'était souvent les pays du Nord, entre guillemets, qui corrompaient dans les pays du Sud. Et donc, il y a eu cette convention de l'OCDE, la France l'a mise en œuvre en 2000. La France est un grand pays exportateur. La France exporte des produits qui sont la défense, le pétrole, etc., dans des pays qui sont connus pour avoir quand même une corruption assez importante. Et jusqu'à la semaine dernière, en 15 ans d'existence, la France n'a pas condamné une seule fois une de ses entreprises pour corruption d'agents publics étrangers. Ça ne veut pas dire que les entreprises françaises sont en train de corrompre, mais si on prend des statistiques, je ne vois pas pourquoi les Italiens, les Danois, etc., vous prenez la terre entière, il y a des condamnations, et pas la France. Donc c'est quelque chose d'anormal. Et que disent les Américains? Nous avons, nous, Américains, des sociétés qui sont soumises à ces lois anticorruption, que nous poursuivons lorsqu'elles commettent des actes de corruption. Vous ne faites rien, vous laissez vos entreprises faire les voyous, et bien on le fait à votre place. Prenons l'exemple de la FIFA. On sait que les Américains ne sont pas des grands spécialistes de football, de soccer, et comment se fait-il que ce soit les Américains qui mettent en marche cette poursuite contre la FIFA alors qu'ils sont très loin du football? Ça, c'est un exemple. Tout le monde savait que la FIFA
était corrompu, tout le monde savait qu'il y avait des problèmes, personne n'a rien fait, les Américains font le gendarme du monde, comme on le sait, alors à tort ou à raison, évidemment, je ne suis pas... bien entendu qu'il y a des arrière-pensées derrière ça, et je suis d'accord quand vous dites qu'il y a une guerre économique derrière, mais ne leur donnons pas dans ce cas-là un prétexte pour pouvoir agir contre nos entreprises, faisons nous-mêmes le ménage, et ne leur laissons pas en tout cas la justification ou le prétexte de dire qu'ils le font à notre place. En fait, c'est une bonne chose que les États-Unis fassent un peu le ménage et obligent d'une certaine manière les entreprises françaises à lutter contre la corruption. Est-ce que c'est aux États-Unis véritablement d'imposer aussi leur vision? Non, je n'ai pas dit que c'était une bonne chose, et je ne pense pas qu'il appartienne aux États-Unis d'imposer leur vision. Il nous appartient à nous, Français en France, de faire le ménage nous-mêmes. Il vaut mieux que, premièrement, nos entreprises, que lorsqu'il y a des cas de corruption, ces milliards ou ces millions dont vous avez parlé rentrent dans les caisses de l'État français. Je pense qu'il y a besoin au niveau du budget. Et puis, deuxièmement, je pense qu'on pourra mieux s'occuper de nos entreprises que lorsque ce sont les Américains qui, avec des concepts sur lesquels on reviendra, qui nous sont totalement étrangers, le font à notre place. Vous avez des problèmes avec ce débat parce que je crains qu'on ne s'engueule pas assez. On va être trop d'accord. Je vais commencer en effet par... Je crois qu'il y a 3 choses par lesquelles j'aimerais prolonger ce que vous avez indiqué, Maître. Et le premier point, je ne peux être que d'accord avec vous. Quand des interlocuteurs ou DOJ me disent « Mais attendez, les affaires BNP Paribas, portez le jugement que vous voulez. Est-ce qu'il est seulement concevable en France qu'un magistrat, qu'un ministre ait convoqué Michel Pévraud, président de BNP Paribas, pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, on va poursuivre? Je ne leur donne pas totalement tort. Le système français fait qu'un certain nombre de grandes entreprises ou un certain nombre de grands patrons bénéficient de fait d'une impunité à peu près totale. Et là-dessus, on ne peut pas leur donner complètement tort. Ça aurait été beaucoup mieux que la justice française puisse faire quelque chose dans des cas de corruption avérés. Simplement, ça n'est que la première fusée. On donne des prétextes pour se faire battre. Et probablement, en effet, on a des lois anticorruption, on a notamment le dispositif aussi d'abus de biens sociaux qui, je crois, permet de faire beaucoup de choses. On pourrait les activer parce que finalement, si la sanction était inéluctable, sur les montants que vous évoquez, je crois qu'il y a au moins 3 milliards d'euros qui auraient pu tomber dans l'escarcelle du Trésor public français. C'est 3 milliards d'euros que vous et moi, contribuables, n'aurions pas eu à payer. Donc ça serait quand même mieux. Et le deuxième étage, il est complètement différent. C'est le 2 poids 2 mesures. Ce que je crois, c'est qu'on a un système de corruption, des enveloppes, des billets, des rémunérations diverses, qui datent de la préhistoire. Ne nous racontons pas d'histoire. J'ai des exemples très précis en Afrique ou en Chine. Nos amis américains sont dans un modèle de corruption qui est le modèle du XXIe siècle. L'entreprise qui veut obtenir un contrat ne va jamais arriver avec des valises de billets. Vous avez simplement des ONG, des fondations, qui là où une entreprise américaine, par exemple, veut vendre à une municipalité en Asie, eh bien, on va offrir beaucoup de voyages d'études aux États-Unis. On va financer une chaire de recherche, par exemple, sur la biodiversité ou le changement climatique. C'est pas de la corruption, c'est pas des valises ou des enveloppes de billets. Ça a exactement le même résultat. L'entreprise américaine part favorite et va remporter le marché. Je crois qu'il faut analyser des systèmes de corruption dont l'un, valise de billets, c'est celui du 19e siècle qui a malheureusement survécu. Et vous avez un système de corruption qui correspond à ce que les anciens, qu'a-t-on selon les anciens légistes, la corruption c'est l'argent étranger qui modifie les mœurs et les lois du pays dans lequel il s'exerce. Et là, très évidemment, les ONG, les think tanks, les fondations américaines, de George Soros à Bill et Melinda Gates, remplissent un rôle de corruption au sens le plus plein et le plus politique du terme. Le troisième point, et j'en aurais fini, c'est qu'on a évidemment un problème de souveraineté. Et là, j'espère bien qu'on va trouver un lieu de désaccord. C'est le sujet du TTIP. C'est le sujet qui consiste à dire là où la décision démocratique d'un État souverain met en cause la rentabilité du capital, halte là, c'est à un tribunal d'arbitrage de décider du conflit. C'est la substitution de l'impératif de la bonne marche des affaires à la capacité d'un peuple souverain de légiférer dans le domaine social, dans le domaine environnemental ou autre. Je vous rappelle, hein, l'Australie versus Philip Morris, tout simplement parce qu'ils ont imposé par la loi un paquet qui dit que fumer tue. Philip Morris poursuit l'État australien en disant on doit être indemnisé pour le manque à gagner. La situation la plus dramatique que je connais, parce que j'ai rencontré l'ambassadeur de l'État d'Équateur là-dessus sur ce sujet, je vous invite à vous y intéresser. L'Équateur est probablement l'État au monde qui a la législation sur l'environnement la plus protectrice.
puisqu'il élève le droit à la sécurité environnementale au rang d'un des droits de l'homme. Ça a conduit l'État de l'Équateur à limiter très sévèrement les capacités des sociétés nord-américaines à forer, y compris dans des parcs nationaux. Des cours arbitrales nord-américaines ont condamné l'État de l'Équateur à un total de réparation qui représente plus de 20% de son budget annuel. Je pense que ce sont des vraies questions et j'assiste avec une certaine peur, probablement parce que n'étant pas juriste, j'en suis mal informé, à une dérive qui me semble porter atteinte à la souveraineté et qui là très clairement signifie soumission. Alors vous avez parlé de souveraineté, je vais malheureusement être d'accord avec vous, puisqu'en fait je vais donner des exemples pratiques de ce qui peut s'apparenter, ce n'est pas une violation juridique de la souveraineté, mais à ce qui peut s'apparenter à une violation de la souveraineté. On parlait tout à l'heure des poursuites des banques en matière de sanctions internationales ou en matière de corruption internationale, donc d'autres sociétés, par exemple françaises, juste pour vous dire comment les choses se passent en pratique. Donc, comme l'a rappelé René en introduction, les Américains, en général, ils poursuivent, et vous avez le choix entre aller au procès ou coopérer pour arriver à une transaction. Dans la très grande majorité des cas, en tout cas pour les entreprises non américaines, pour les personnes morales, dans la très grande majorité des cas, elles vont choisir de coopérer. Qu'est-ce que ça veut dire coopérer? Ça veut dire renoncer à un certain nombre d'arguments juridiques qu'elles auraient pu opposer si elles avaient été au procès, par exemple la compétence territoriale, par exemple la prescription, par exemple même parfois le secret professionnel d'échange avec leurs avocats. Donc on va accepter de renoncer à un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'on coopère plutôt que d'aller au procès? Parce que lorsque vous allez au procès aux États-Unis, vous n'avez pas de prévisibilité. Alors que lorsque vous négociez, vous avez plus de prévisibilité. Ça ne veut pas dire que la sanction sera nécessairement beaucoup plus clémente, mais vous savez que les entreprises ont besoin de prévisibilité. Donc premièrement, ils ont une certaine prévisibilité et c'est moins médiatisé, puisque les procès aux États-Unis sont parfois publics, parfois retransmis à la télévision. On peut par ailleurs se retrouver devant un jury populaire dans un petit comté, donc on ne sait pas où on va. Donc allez leur expliquer un certain nombre de concepts juridiques bien précis. Troisièmement, et surtout, pourquoi est-ce qu'on coopère? Parce qu'en fait, si vous ne coopérez pas, vous pouvez, même à titre conservatoire, avoir, par exemple, si vous avez une licence bancaire, elle peut être suspendue. Ça a été le cas, moi j'ai été, donc on l'a rappelé en introduction, j'ai été chez Andersen, Archibald Andersen, donc Arthur Andersen. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Enron au début des années 2000. Donc Arthur Andersen, c'était une organisation parmi les plus puissantes dans son domaine, 10 milliards de chiffre d'affaires, il me semble 80 000 salariés, bref, un très grand réseau qui marchait très bien. Il y a eu l'affaire Enron, où un certain nombre d'auditeurs dans le Texas ont été accusés d'avoir fermé les yeux, d'avoir laissé avancer un gouffre financier. Et donc, ces personnes-là sont poursuivies aux États-Unis. Un des associés du Texas, un type qui s'appelle David Duncan, a ordonné à ses équipes de détruire un certain nombre de documents. Et là, immédiatement, la justice les autorités américaines, le régulateur, a retiré la licence d'Andersen en tant qu'auditeur aux États-Unis. Donc ça, c'était aux États-Unis. Andersen dans le monde entier, y compris à l'EI, à côté. Tout s'est écoulé en quelques semaines. La morale, le résultat de tout ça, c'est que Andersen a choisi d'aller au procès. Et quelques années après, Andersen a gagné le procès. Il gagne le procès, sauf qu'entre-temps, plus d'Andersen. Dans ce cas, c'est un peu une forme de raquette de la part des autorités américaines. Est-ce qu'on peut parler? Parce qu'au final, ils font miroiter des sanctions plus grandes, alors que pour empêcher justement un procès juste et équitable. Pas nécessairement, l'entreprise a toujours le choix d'aller au procès ou non. C'est un choix. Un faux choix, comme vous l'avez un peu expliqué. C'est un faux choix. Parfois, certains y vont et gagnent d'ailleurs, mais ça reste très rare parce que toutes les entreprises veulent s'assurer que le business peut continuer. Alors juste rapidement, et je terminerai pour ne pas prendre trop de temps. Donc comment se passe la coopération? La coopération, les autorités américaines vont demander à l'entreprise en question de mener une enquête interne, en lieu et place et sous la supervision des autorités américaines. C'est quelque chose qui est totalement inconnu dans notre droit français. On imagine mal un juge d'instruction ou la police dire à une entreprise, écoutez, envoyez vos avocats avec des forensiques, donc des auditeurs et des spécialistes de données, faire une enquête
qui doit être objective et sincère. C'est-à-dire que si la société, enfin si les avocats de la société et les forensiques de la société ne font pas cette enquête de façon sincère, donc s'ils cachent les documents, s'ils essayent de cacher un certain nombre de faits, eh bien l'entreprise va être sanctionnée, et parfois même il y a eu un des Big Four qui a été lui-même sanctionné parce qu'il avait accepté de cacher un certain nombre de, enfin même pas de cacher, de ne pas divulguer un certain nombre d'informations. Donc vous voyez le malentendu qu'il peut y avoir en France, alors que les avocats pénalistes en France, on sait, défendent bec et ongle l'entreprise. Là, l'entreprise les paye des dizaines de millions de dollars pour trouver la vérité, pour venir jouer les flics en quelque sorte au sein de l'entreprise, aller voir le directeur juridique, aller voir le directeur général pour lui poser des questions, pour regarder ses emails et pour essayer non pas de le confondre, évidemment, parce qu'après on présente les choses sous leur meilleur jour, quand on peut, mais l'idée est quand même d'arriver avec une enquête objective et sincère, ce qui est totalement inconcevable pour une société française. Et pourquoi est-ce que les Américains font ça? Parce que c'est plus facile pour eux, au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 100 agents qui vont aller faire cette enquête interne dans les différentes filiales de la société, eh bien, la société va, sous la supervision toujours, faire cette enquête-là. Ils ne peuvent pas, et c'est là que je reviens à mon sujet introductif, parce que je suis un peu sorti sur la souveraineté, c'est qu'en fait, évidemment, les Américains ne peuvent pas aller en France, au Nigeria, en Équateur, faire des enquêtes eux-mêmes, ils ne peuvent pas envoyer des agents du FBI, et donc c'est la société qui, volontairement, va venir faire cette enquête. Et c'est en quelque sorte, à mon sens, une sorte de renonciation à la souveraineté, puisqu'en fait, vous avez, de façon indirecte, une autorité étrangère qui vient en dehors, on reviendra tout à l'heure, parce que je vais évidemment vous laisser la parole, pardonnez-moi d'avoir été long, on va avoir un certain nombre de mécanismes juridiques qui vont empêcher la sortie d'un certain nombre d'informations du territoire français, mais de fait, ces informations sortent sans que les autorités américaines ne passent par les traités ou par la Convention de la Haye, etc. Et on va avoir, de fait, une renonciation à la souveraineté. Je ne vais une nouvelle fois pas être en violente contradiction avec vous. Je crois que ce qui est intéressant, et vous avez commencé de le faire, maître, c'est de regarder comment concrètement les choses se passent et quel est le coût réel pour les entreprises. Alors, mon attention a été alertée par ce sujet parce qu'effectivement, à la suite de l'apparition de ce bouquin, où j'évoquais comment il y a une colonisation mentale de l'Europe qui est en train de se passer, à travers l'importation dans notre droit et dans nos politiques de mots qui, à mon sens, y ont peu leur place. J'ai essayé d'analyser comment les mots de compliance et de bonne gouvernance, comment les mots de création de valeur, comment les mots de compétitivité des territoires nous sont arrivés. Et ce ne sont pas des mots qui sont dans notre registre politique. Évidemment est venu tout de suite ce sujet de l'extraterritorialité, voire de l'impérialisme du droit américain. Et là, et notamment à l'occasion d'un colloque fermé à l'Assemblée nationale, que j'avais organisé avec Jacques Miard et avec Jacques Sapir, notamment, un certain nombre d'entreprises ont raconté des choses. Ce qui est très intéressant dans ce qu'elles racontent, alors c'est l'aspect inquisitorial que vous avez fort bien défini. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que oui, on transige notamment parce que si on transige, il n'y a pas beaucoup de publicité, et si on transige, tout continue comme avant, les affaires peuvent se poursuivre. Et donc, mieux vaut payer une amende, même très lourde, plutôt que de courir le risque d'aller au procès. Le problème, c'est pas la sanction qui est la plus lourde. Une entreprise européenne que vous avez citée considère que le prix de la sanction a été multiplié par un facteur 2 à 3 par le nombre de consultants, d'avocats, etc., qui ont dû implanter dans toutes les cellules de l'entreprise, dans le monde entier, toutes les procédures de compliance américaines. C'est-à-dire que cette entreprise, qui est une entreprise de plus de 150 000 personnes, partout dans le monde, de Bangalore à Johannesburg et de Paris à Francfort, a dû faire rentrer jusqu'au détail de son organisation les règles et les exigences de compliance américaines. Et probablement que si l'amende était 100, ça leur a coûté 250 ou 300. Ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est probablement le troisième point sur lequel je suis particulièrement alerté en ce moment. Vous avez une grande banque des Champs-Élysées qui a déjà annoncé, je ne sais pas si c'est public, qu'elle fermait ses bureaux, ses représentations, ses filiales dans 18 pays dans le monde. Je suis à peu près certain que vous avez eu 2 ou 3 banques françaises, 2 qui ont le grand honneur d'avoir dans leur mur un moniteur chargé de vérifier la conformité de toutes leurs opérations mondiales à l'intérêt national américain, qui étaient des banques d'envergure mondiale, qui probablement dans les 2-3 années à venir vont renoncer à plusieurs dizaines de leur implantation dans le monde.
Je vais prendre deux exemples très concrets. Une filiale industrielle importante d'un groupe français est passée sous contrôle d'un autre groupe américain, mais lui possédé à 80% par des capitaux américains. Il a posé la question de je sais que vous regardez parce qu'on vend des choses au Maghreb, on vend des choses en Afrique, on vend des choses dans des pays un peu compliqués. La réponse a été assez simple. Ah, mais dorénavant, vous serez compliant. Voilà la liste des pays où vous pouvez exporter. Vous pouvez exporter au Canada, aux États-Unis, en Union européenne, au Japon et en Suisse. Tout le reste sera subordonné à une autorisation américaine. Là, c'est important parce que c'est une société dont quand même 30% du chiffre d'affaires dépendait, disons, de l'Afrique francophone et du Maghreb. Le deuxième exemple, c'est une société effectivement plus sensible, qui est une société de technologie duale. Ce qu'elle vend a des usages civils, mais aussi des usages militaires. La fédération professionnelle pour laquelle je travaille et qui conseille cette société est dans la situation suivante. Cette société a un contrat important, il y a plusieurs centaines, sinon un millier d'emplois en France en jeu pour au moins 3 ans. Pour un contrat à l'exportation dans un pays, ou dans 2 pays d'ailleurs d'Afrique francophone. La question est, quelle banque accompagne l'entreprise, sachant que cette banque a des relations anciennes avec 2 grandes banques françaises dont les noms sont connus de tout le monde. Aucune de ces banques françaises ne veut suivre l'entreprise, tout simplement parce qu'elle a trop peur que le moniteur voie redire, puisqu'il s'agit de technologie duale. Et je vous livre en 1000 la réponse et du ministère de l'économie et des finances et surtout du ministère des Affaires étrangères sollicité là-dessus. Ah, nous, on ne veut rien vous répondre. Allez donc poser la question au DOJ. Et là, du Department of Justice américain. Ça veut dire qu'une entreprise française qui veut travailler avec des pays d'Afrique francophone avec lesquels elle a une relation depuis plus d'une génération, une entreprise ancienne, familiale, qui existe depuis 30 à 40 ans. Je crois qu'elle travaille beaucoup là-bas depuis les années 80. Eh bien, le conseil des ministères d'un État jusqu'à ce jour souverain comme est la France dit « Nous, on ne peut pas vous répondre, on ne peut pas vous faciliter les choses pour l'ouverture d'un compte bancaire. L'ironie des choses est que je vois la solution. Elle est très simple. Soit ils vont ouvrir un compte dans une des banques du Golfe, soit ils vont ouvrir un compte dans une des banques américaines, parce que très curieusement, les banques américaines, elles, se proposent à financer les opérations. Ça illustre une situation qui dépasse complètement l'extraterritorialité du droit. Pour moi, ça illustre une situation qui est celle d'une ambition de contrôle mondial. Je crois que ça illustre, et on sort un peu de notre sujet, je vous prie de me pardonner. Pour moi, ça illustre un nouveau modèle d'extraction de la valeur. Vous savez ce que faisait l'Empire romain, et je crois, vous savez quel va être le modèle de l'Empire américain. Partout il y a création de valeur, partout il y a des échanges de valeur dans le monde, il faut qu'il y ait un péage qui soit payé, qui revienne à l'État américain. Je vais arrêter d'une phrase là-dessus. Songez toujours par rapport à ce qui va se passer bientôt. Sur l'alimentation mondiale, songez à la phrase de Kissinger. On tient les États par le pétrole, on tient les populations par l'alimentation. Il se trouve que je suis assez au courant du quasi-monopole mondial que les États-Unis veulent acquérir sur le brevet sur le vivant. Les États-Unis sont en train d'avoir des dispositifs qui fait que partout dans le monde, toute récolte et toute semence paiera des royalties aux États-Unis. C'est notamment le cas en Syrie et en Irak. Pour vous faire sourire, le premier building qui a été détruit dans les bombardements sur Bagdad, ça a été le building qui contenait les réserves de semences irakiennes. Vous avez une émission toute récente de France Culture là-dessus. La première chose qu'on détruit en Syrie, en Irak et dans les pays sous domination américaine, ce sont toutes les semences d'origine qui systématiquement sont remplacées par des semences sous label américain, parce que le paysan local devra payer des royalties aux multinationales américaines. C'est le monde vu de Washington. Et ce modèle d'extraction de la valeur, ce modèle de tout dans le monde, tout ce qui bouge doit payer péage, je pense que c'est au cœur de la nouvelle grande stratégie américaine. Évidemment, le droit est une arme fondamentale pour ça. Justement, est-ce que, à travers tous les exemples que vous avez donnés, on ne peut pas parler d'une uniformisation globale aux normes américaines, mondiales, parce qu'on voit bien que la France est incapable de justement dire à ses entreprises quelle est la norme, et les entreprises préfèrent justement s'adapter aux normes américaines plutôt qu'aux normes européennes et aux réglementations européennes. Donc est-ce qu'au final, c'est pas la même loi pour tout le monde? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas des institutions supranationales pour gérer les différends et les litiges? Alors, juste avant de répondre à votre question,
peut-être terminer juste sur l'explication que je donnais tout à l'heure et sur laquelle vous avez fait des commentaires très importants sur la façon dont la coopération se passe pour arriver à la transaction. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'enquête interne avec une armée d'avocats et je ne vais pas esquiver la question, je vais y répondre. Donc, à l'issue, la coopération est conditionnée pour pouvoir bénéficier de cette coopération, bénéficier d'une certaine clémence. Les Américains ont maintenant dit, donc depuis le mois de septembre, ils ont le Department of Justice a émis une sorte de note qui s'appelle le Yates Memo et qui dit que pour que la coopération soit acceptée par les Américains, par les autorités américaines, il faut que l'entreprise donne toutes les preuves, évidemment, des faits qui sont soupçonnés, mais également, elles doivent donner la preuve de l'implication des personnes physiques, y compris des dirigeants. Donc l'entreprise va payer des avocats pour enquêter sur ses propres dirigeants, sinon elle ne bénéficie pas de la coopération et de la clémence de la coopération. Donc là encore, vous voyez, on s'attaque aux personnes physiques parce qu'en fait, les Américains considèrent que pour dissuader les entreprises de violer leurs lois, les personnes physiques sont le point faible, à juste titre d'ailleurs. Donc, à l'issue de cette coopération, on va négocier, entre guillemets, le montant de l'amende, on va négocier les engagements qui sont pris par l'entreprise pour l'avenir. L'entreprise va donc payer l'amende, elle va signer généralement ce qu'on appelle un Deferred Prosecution Agreement, c'est une sorte de transaction où l'entreprise va reconnaître les faits, où elle ne va pas nécessairement plaider coupable, sinon c'est un guilty plea, donc on ne plaide pas coupable, mais on reconnaît les faits. Et on n'a pas le droit, l'entreprise n'a pas le droit, y compris devant un tribunal étranger, de contester les faits qu'elle a reconnus. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Alors que la transaction est publiée sur le site du Department of Justice, donc vous allez sur Internet, vous voyez toutes les condamnations sont publiées avec tous les noms, tout, et donc vous ne pouvez plus, par exemple, si vous reconnaissez les faits sans nécessairement reconnaître la culpabilité, admettons qu'une société française est poursuivie pour corruption au Nigeria. Donc les États-Unis la condamnent en application du FCPA dont on a parlé tout à l'heure, sauf que cette société française peut être poursuivie par le Nigeria aussi, par la France, par les Anglais qui ont une loi extraterritoriale, et donc si les Français poursuivent, ben, vous ne pouvez plus rien dire, puisqu'en fait vous avez reconnu les faits, et si vous revenez sur cette reconnaissance des faits, vous perdez le bénéfice de la transaction aux États-Unis. Donc vous voyez, on se retrouve dans une situation complètement ubuesque, mais malgré tout, les entreprises françaises, les entreprises d'ailleurs multinationales, acceptent de transiger avec les Américains. Et puis il y a le moniteur dont vous parliez tout à l'heure. Le moniteur, c'est quelqu'un qui va être nommé, donc proposé par l'entreprise, mais accepté par les autorités américaines, et qui va contrôler, c'est une sorte d'œil de Moscou ou de Washington plutôt dans ce cas précis, qui va contrôler que l'entreprise respecte les engagements qu'elle a pris. Et un moniteur, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, quelque chose qui prend un temps fou déjà, en termes de ressources de l'entreprise, puisqu'en fait, tout est fait, évidemment, tous les juristes, toutes les équipes qui ont été interviewées n'ont rien fait d'autre pendant plusieurs semaines que d'essayer de répondre aux moniteurs, et n'ont pas travaillé entre-temps. Donc, tout ça est bien lourd. Et dernière chose, notamment en matière de sanctions internationales, lorsque si vous allez sur Internet et vous regardez les transactions qui ont été conclues, vous voyez qu'il y a un paragraphe qui concerne les personnes, généralement les cadres et les dirigeants, qui doivent partir. Donc que l'entreprise doit faire partir, alors on ne cite pas leur nom, mais on sait que ce sont, quand on regarde les fonctions, on sait très bien, et quand on prend des exemples, je ne veux pas nommer pour des raisons évidentes, mais des gens très haut placés dans les entreprises qui doivent partir. Voilà, donc ça c'est le... et j'en ai terminé sur cette question. Mais justement, alors comment les entreprises européennes, françaises, peuvent-elles se défendre dans un cadre juridique en fait, qui n'est pas le leur, parce que c'est le cadre juridique américain, c'est la procédure américaine. Donc comment en fait elles peuvent s'adapter à ces difficultés-là Alors il y a plusieurs choses, et je serai très court là-dessus pour y revenir après si vous le souhaitez. Moi je pense que les entreprises, en quelque sorte, choisissent lorsqu'elles veulent faire du business aux États-Unis. Oublions l'extraterritorialité. Pour moi, je suis d'accord que c'est presque dépassé. C'est une notion, vous avez parlé de piège tout à l'heure, peut-être un piège, mais en tout cas, pour moi, ça n'est pas une notion importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous prenez une société qui veut faire du business aux États-Unis. À partir du moment, enfin, vous avez des banques françaises d'ailleurs qui ont été poursuivies parce que, notamment, alors c'était pas uniquement pour ça, mais notamment leurs filiales américaines
on fait du business avec des pays sous sanctions. Donc si ces banques-là veulent, ou si ces entreprises veulent travailler aux États-Unis, elles doivent d'une façon ou d'une autre suivre, elles auront toujours le choix, entre guillemets, de ne pas travailler aux États-Unis, et à ce moment-là, elles seront tranquilles, et le DOJ, la SEC et le FBI feront ce qu'ils veulent pour poursuivre, en tout cas la personne morale, parce que les personnes physiques, le jour où elles sont en vacances et qu'elles sont en transit à l'aéroport de Miami, bon, elles risquent d'être arrêtées. Mais pour l'entreprise, elle peut tout à fait continuer à travailler, ne pas suivre que le DOJ vienne proposer de coopérer ou pas coopérer, peut lui dire écoutez, allez vous faire voir, et moi je ne peux pas coopérer. Donc il y a, à partir du moment où vous acceptez de faire du business aux États-Unis, la loi américaine va s'appliquer à vous d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit extraterritoriale, territoriale, etc. De toute façon, vous serez obligé de vous adapter. Et puis vous parliez tout à l'heure d'une sorte d'uniformisation. Les fameux programmes de compliance pour justement prévenir des risques en matière de corruption, en matière de fraude, etc. Et bien, lorsqu'on les fait, on les fait en fonction de ce qui est attendu aux États-Unis. Et donc il y a une sorte, et on les met en œuvre partout. Donc c'est le même programme de compliance qui va s'appliquer à Johannesburg, à Bangalore ou à Washington. Donc finalement on arrive à une sorte d'uniformisation qui est dictée par les États-Unis, par la peur du risque, sans même qu'il y ait d'extraterritorialité ou quoi que ce soit. Merci d'avoir été extrêmement précis sur certains points. Il faut voir concrètement ce que ça représente. J'ai eu l'occasion de travailler à la fin des années 90 dans tout ce qui sortait de cette affaire compliquée qui avait été la faillite du Crédit Lyonnais, et si certains s'en souviennent ici, le CDR, le consortium de réalisation. J'ai eu l'occasion de travailler avec les membres d'un comité de direction d'une entreprise dorénavant devenue un grand groupe de luxe, à l'époque c'était pas qu'un grand groupe de luxe, qui ont vécu pendant plusieurs années devant la menace permanente, à chaque fois qu'ils prenaient l'avion et qu'ils sortaient de l'espace européen, d'être arrêtés dans un aéroport. Ça nous fait sourire. Il faut savoir que vous pouvez regarder le livre de Jean-Michel Quatrepoint sur Alstom, un scandale d'État, qu'il raconte très bien. Il faut savoir que des moyens comme ceux-là ont été utilisés à 2 reprises dans l'affaire Alstom. Il y a quand même eu un patron mondial des chaudières qui a passé, je crois, 1 an et demi en quartier de haute sécurité, juste pour intimider, et on est bien sur une démarche d'intimidation, parce qu'il n'avait pas grand-chose à voir avec le sujet. Il était là pour intimider les dirigeants d'Alstom et pour les obliger à vendre la branche énergie à General Electric. Et au moment où Patrick Cron négociait avec le président de General Electric, arrive un SMS sur son téléphone portable qui lui annonce qu'un de ses vice-présidents vient d'être arrêté, effectivement, je crois, à l'aéroport de Miami sur son lieu de vacances. Ce sont des mécanismes d'intimidation qui marchent assez bien. Dans l'affaire Volkswagen, il y a déjà un premier jeune cadre, père de famille, etc., allemand, qui est en prison aux États-Unis. Ils ont commencé à en arrêter un. Et donc c'est une démarche d'intimidation comme une autre. Mais concrètement, dans la vie des entreprises, ça pèse très lourd, et je voulais terminer simplement sur ce point. Vous avez raison de souligner le rôle du moniteur. Le problème, c'est quand toute une entreprise est mobilisée pour répondre aux exigences du moniteur et de ses équipes, elle ne fait rien d'autre. Et on a une espèce de paralysie stratégique sur des opérations d'acquisition, sur des développements internationaux, sur de la modernisation et tout. Non, on ne fait que répondre aux moniteurs. Et il y a une espèce de paralysie stratégique et sidérante, extrêmement sensible en ce moment sur les banques françaises installées en Russie. Elles ont tellement peur qu'il y ait une colonne où Russie apparaisse, parce qu'immédiatement le moniteur va regarder, tout simplement qu'elles ne font rien, et des entreprises françaises qui voudraient financer des opérations parfaitement légales, même au regard de l'embargo en Russie, ben simplement il n'y a plus de banque française pour les financer, tout simplement par un effet de terreur. J'emploie le mot de soft terrorisme, mais il y a un soft terrorisme du DOJ, du FCPA, de l'OFAC, etc. Les entreprises, en gros, s'auto-limitent par anticipation pour éviter des problèmes. Si je me permets d'ajouter un mot, le passage dont nous avons parlé, c'est pour moi celui de la soft law à la hard law. J'ai beaucoup vécu l'époque où, dans différentes instances internationales, les Américains poussaient de manière soft, politique d'influence, smart, ils poussaient leurs lois, leurs pratiques, leurs procédures. J'ai envie de dire que c'était de bonne guerre. D'autres pouvaient répondre. Il me semble qu'il y a eu un changement, et en fait, notamment depuis les années Obama, il me semble qu'assez récemment, il y a un changement où la démarche est très hard. Soit vous vous soumettez à notre loi, et ça va bien, soit vous ne vous soumettez pas à notre loi et vous êtes un ennemi, et vous serez ciblé en tant que tel. Et j'ajoute encore un dernier mot. Vous avez tout à fait raison pour ce qui caractérise un réseau installé aux États-Unis, une usine installée aux États-Unis, des opérations conduites sur le marché américain.
là, je n'ai pas beaucoup de problèmes avec le fait que la loi américaine s'applique. Où j'ai un énorme problème, et vous le connaissez mieux que moi, c'est sur les critères de rattachement et les critères de compétence du procureur américain. L'utilisation d'une puce, l'utilisation d'un email à partir d'un hébergeur ou d'un serveur américain, etc., suffit à établir la compétence américaine. L'utilisation du dollar dans n'importe quelle transaction, puisque le dollar est obligatoirement compensé dans une chambre de compensation aux États-Unis, suffit à établir la compétence du juge américain. Et ça me paraît proprement intolérable. Vous avez un exemple fameux d'une entreprise indonésienne qui corrompt des fonctionnaires indonésiens ou malins, je ne sais plus. Simplement, ils ont utilisé, je crois, un smartphone Apple. Ça suffit à établir la compétence du juge américain. Alors du coup, quelle solution concrète pour l'Europe, l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne a les moyens de réagir? Est-ce que la France, en tant qu'État, a moyen de réagir? Que faut-il faire? Est-ce que, voilà, quelles sont les solutions en fait, concrètes pour lutter contre justement cet impérialisme que vous avez l'air de décrire? Maître, je vous laisserai répondre sans doute plus précisément que moi. Il y a un premier point qui n'est pas juridique, c'est de prendre conscience du problème. Je crois, maître, que vous serez d'accord avec moi. Je suis frappé par le nombre d'entreprises et de grandes entreprises, en France ou ailleurs en Europe. Moi, je suis trop gros, ça ne peut pas m'arriver. Nous, on sait faire, ça ne va pas nous arriver, parce que pas vu, pas pris. Nous, on a des usines aux États-Unis où on a le téléphone direct du ministre et tout ça s'arrangera très bien. Forget it all. Ça ne marche jamais, au contraire. À la française, exactement. Et là, je pense, maître, que vous serez d'accord avec moi, là, il y a un travail de pédagogie. Enfin, j'ai envie de dire aussi bravo pour ce que vous faites, parce qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens dans les entreprises que ça ne marche pas comme ça. Et que quand le DOJ commence à s'intéresser à vous, au contraire, c'est dangereux. Essayez de détruire des documents. Essayez de dire à un tel, allez, tu vas prendre des longues vacances aux Seychelles, tu ne reviens plus dans l'entreprise, comme ça on ne t'interrogera pas. Ça ne vaut rien et ça ne marche pas. Donc il y a ça, il faut être conscient du problème. La deuxième chose, je suis désolé de revenir à un basique, il faut qu'en Europe, on a les lois, on a les textes, il faut qu'on poursuive les faits de corruption. Il y a certainement eu des infractions à des embargos qui ne sont pas légitimes. Il y a eu des financements apportés à des opérations de pays génocidaires ou de pays en guerre qui ne sont pas légitimes. Et là, il faut qu'on sache faire le ménage devant notre porte. En plus, en vertu du principe juridique, on ne juge pas deux fois pour la même cause. Si un jugement fondé est porté en France, en Allemagne ou ailleurs, ben le procureur américain sera beaucoup plus gêné pour poursuivre. Et il faudrait qu'on aille vite dans ce domaine. La troisième chose, et je vais m'arrêter parce que je vais être trop long, une fois que j'aurai dit qu'il faut promouvoir le droit continental, il faut promouvoir la civil law dans toutes les instances de droit international, que fait la Fondation pour le droit continental, etc. Mais la vraie solution, c'est probablement celle que nos amis d'extrême Eurasie sont en train d'expérimenter. Tout ce qui se passe entre la Russie et la Chine n'utilise jamais le dollar. Tout ce qui se passe entre la Russie et la Chine, pas un seul moment n'utilise une chambre de compensation américaine, n'utilise une puce américaine ou un serveur ou un hébergeur américain. WeChat, ça marche très bien, et c'est un très bon concurrent au service de messagerie américain. Je vous le signale, WeChat, c'est chinois, c'est un concurrent de Facebook et ça marche très bien. Et donc la solution qui probablement, je pense que dans les 2 ans, vous avez une grande banque européenne qui va dire j'arrête le jeu, j'ai pas de réseau aux États-Unis, je travaille avec des chambres de compensation situées hors des États-Unis et j'abandonne toute opération en dollars. Donc, je me mets totalement à l'abri du procureur américain. Je pense que c'est à terme la seule solution. Vous savez que l'alternative commence à exister. Il y a des marchés des matières premières, la Chine en crée dans tous les domaines. Il y a des chambres de compensation en Asie qui existent. Il y a l'euro. C'est pas hasard si l'Iran annonce que son commerce extérieur va se faire en euros. Quand vous utilisez l'euro, vous ne tombez pas sous les foudres du procureur américain. Puis il y a un dernier et grand sujet, mais celui-là est explosif. De quel droit est-ce qu'un embargo unilatéral décidé par les États-Unis ou le fait de nommer une organisation terroriste, quand c'est uniquement le fait des États-Unis et pas des Nations Unies, en quoi est-ce que ça leur permet de sanctionner des pays tiers? J'aimerais bien qu'on m'explique. Alors sur ce dernier point, je n'ai pas d'explication, même si je dois défendre l'argument inverse. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, nous on est à l'abri, nous on a le téléphone du ministre, etc. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est un peu à la française. Peut-être un mot sur le Dodd-Frank Act. Le Dodd-Frank Act, c'est une loi américaine qui notamment, en 2010, qui notamment va récompenser les alerteurs. Donc les personnes, les Américains sont partis du constat que c'est très difficile, en matière de fraude, de corruption, etc., c'est très difficile de pouvoir avoir connaissance des méfaits.
des infractions. Et donc ils se disent, les seuls qui savent, ce sont les gens de l'intérieur. Et donc ils promettent, donc la loi permet de donner une récompense qui va de 10 à 30% de l'amende qui sera recouvrée aux personnes qui vont donner des informations de première main et des informations importantes. Et donc, évidemment, ça incite à la dénonciation, certains diront la délation. Et en 2014, donc les Américains ont annoncé qu'une personne avait reçu 30 millions de dollars, plus de 30 millions de dollars. Et cette personne-là, c'est très intéressant, était située à l'étranger, donc n'était pas sur le territoire américain. Et il y a les statistiques qui ont été, publiées récemment, et on voit que de plus en plus, ce sont des salariés de sociétés. Alors, il faut être coté aux États-Unis, il faut avoir ce qu'on appelle des ADR, donc des sortes d'obligations cotées aux États-Unis pour que cette récompense fonctionne. Et on voit que, par exemple, moi, mes collègues anglais me disaient qu'ils avaient fait des statistiques que les salariés de boîtes anglaises, donc qui peuvent parfaitement aller dénoncer les faits aux autorités anglaises, eh bien, elles vont quand même aller aux États-Unis pour pouvoir toucher la récompense. Et ça, c'est redoutable, parce qu'en fait, prenez n'importe quel salarié mécontent, il va aller dénoncer. Même, j'ai déjà fait la blague, même un salarié très content pour 30 millions de dollars, il le sera encore plus, donc il risque d'aller dénoncer. Donc c'est vraiment quelque chose de redoutable. Donc ça accroît le risque d'une façon significative. Après, pour répondre à la question que vous avez reposée et à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis d'accord avec le constat, il faut commencer à faire le ménage chez soi. Et il y a actuellement une loi qui est en discussion, ou qui va être présentée au Conseil des ministres le 23 mars prochain. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est la loi Sapin 2. Et de la loi Sapin 2, après donc, les critiques de la France par l'OCDE, par l'Union européenne, par les Américains, par tout le monde, parce on a vu tout à l'heure, elle n'appliquait pas suffisamment ces lois anticorruption, internationales en tout cas. Et donc, le projet de loi qu'on a vu actuellement va renforcer de façon significative avec des sanctions très dures. Il va rendre obligatoire de mettre en place des programmes de compliance, des programmes de prévention de la corruption. Donc on est en train de se diriger vers quelque chose qui, si c'est appliqué, et ça c'est un point important, si c'est appliqué, le message est, attendez, on commence nous à faire le ménage, donc laissez-nous tranquilles. Et dans ces cas-là, on peut voir, évidemment sans tomber dans le monde des bisounours, mais on voit quand même qu'il y a il peut y avoir des coordinations entre les différents régulateurs, et notamment avec les Américains. On l'a vu récemment, il y a quelques semaines, dans l'affaire Wimpelcom. Donc c'était les autorités américaines et les autorités néerlandaises qui ont discuté pour imposer une sanction commune, en quelque sorte, à cette société de télécom. Donc il peut y avoir, une fois qu'on commence à faire le ménage chez soi, on a plus de chances de pouvoir, en tout cas plus d'arguments, et on enlève des arguments aux Américains, des prétextes, pour pouvoir discuter et pour pouvoir dire, écoutez, nous on s'en occupe, occupez-vous de vos affaires. Bon, je pense que ça donnera moins de prétextes aux Américains pour poursuivre. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont arrêter? Non. Après, il y a un certain nombre de lois qui existent, qui peuvent, dans certains cas, essayer de faire barrage, mais qui ne fonctionnent pas. Je prends la loi de blocage. Qu'est-ce que la loi de blocage? C'est une loi qui interdit, enfin c'est une loi à la base qui est une sorte de loi anti-discovery, qui interdit, sous peine de sanction pénale, à toute personne de faire sortir de France n'importe quel type d'information, économique, financière, commerciale, etc., lorsque, en dehors des traités internationaux, donc en dehors des conventions, lorsque on sait qu'elles sont destinées à une autorité judiciaire étrangère ou à une autorité administrative étrangère, dans le cadre d'une enquête. Donc cette loi de blocage existe, encore une fois c'est une infraction pénale. Et bien cette loi de blocage existe depuis 1980, dans sa version actuelle. Il y a eu une condamnation en 2007, 10 000 € d'amende contre un avocat d'ailleurs qui avait, particulièrement dans l'affaire CDR d'ailleurs, qui avait essayé de piéger quelqu'un pour obtenir des informations. Et donc lorsqu'on dit aux Américains, écoutez, moi je ne peux pas coopérer avec vous, je ne peux pas, dans le cadre de l'enquête interne, faire sortir un certain nombre d'informations, je ne peux pas donner aux moniteurs des informations qui vont être envoyées au Department of Justice, parce que j'ai une infraction, je risque de commettre une infraction pénale. Que vous disent les Américains? Ils vous disent, attendez, moi votre loi de blocage, je m'en moque, elle a été appliquée une fois. Si vous vouliez vraiment l'appliquer, vous l'auriez appliquée. Et donc vous ne prenez aucun risque en réalité, même si elle existe théoriquement, mais vous ne prenez aucun risque à nous envoyer ces documents-là. Et donc l'entreprise, à qui on dit parfois, moi
parfois on est interrogé et on est obligé de dire, attendez, il y aurait une violation, on tombe dans le périmètre de la loi de blocage. Et l'entreprise fait le choix, elle est prise entre le marteau et l'enclume, et fait le choix de coopérer avec les États-Unis, avec le régulateur américain, parce qu'en fait, entre une éventuelle sanction pénale en France, qui est effectivement parfois théorique, une condamnation, et les conséquences de la non-coopération aux États-Unis, le choix est vite fait. Donc il existe des lois comme ça, parfois il y a des lois qui sont efficaces. En 1996, il y a eu un règlement européen qui a été pris pour contrer la loi Kennedy-Amato, qui imposait des sanctions internationales contre des sociétés, des embargos, contre des sociétés qui travaillaient avec l'Iran et la Libye à l'époque. Eh bien, l'Europe, l'Union européenne, a donc pris un règlement qui est applicable immédiatement dans tous les pays membres, qui interdisait de respecter ces sanctions-là. Et donc ça a poussé les Américains à venir à la table des négociations, et là ça s'est réglé. Donc il peut parfois y avoir quelques solutions. Merci beaucoup à tous les deux. On va peut-être passer maintenant aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, au fond, parlez bien fort s'il vous plaît. Bonsoir à tous. J'ai une question assez basique. Le Soudan est un pays sous embargo américain. Et donc là-bas, on peut quasiment rien y faire. En tout cas, c'est très difficile, c'est impossible de faire rentrer la monnaie étrangère que l'on veut, puisque quasiment toutes les banques françaises travaillent aux États-Unis. Et donc, la loi fait que c'est impossible pour elles d'avoir des activités là-bas. Pourtant, dans l'industrie de la boisson, les deux leaders du pays sont Pepsi et Coca. Et puis, dans les matériaux de construction, c'est JCB ou Caterpillar. Comment, vis-à-vis de l'OMC, ça c'est possible? Moi, je pense que c'est une question basique, mais si... Je vais certainement pas. Merci de cette question. D'abord, je ne vais certainement pas apporter la réponse de l'OMC. Je vais juste vous répondre par d'autres éléments d'information. Au moment où Alstom Transport se retire ou limite beaucoup la voilure en Russie avec Transmash Holding, eh bien vous avez General Electric qui annonce triomphalement qu'ils sont en train de construire une grande usine et d'intensifier de manière absolument considérable leur coopération avec Transmash Holding. La France, vous connaissez l'affaire des Mistral. Bell Hélicoptère a annoncé en mi-2015 qu'ils construisaient leur plus grande usine d'hélicoptères dans l'Oural, en Russie, pour coproduire des hélicoptères avec la Russie. Et je termine par un simple chiffre. Le commerce français avec la Russie depuis l'embargo a baissé de l'ordre de 35%. Le commerce des États-Unis avec la Russie a progressé de l'ordre de 12%. Certains pourraient suggérer qu'on est en phase de deux poids, deux mesures. Là encore, j'aurais du mal à être polémique. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces sociétés, donc normalement les sanctions américaines donc, interdisent un certain nombre d'affaires avec le Soudan par exemple, mais vous pouvez demander aux autorités américaines une licence, une sorte de dérogation, et elles vont vous permettre, le cas échéant, de pouvoir travailler dans ces pays-là. Donc la dérogation existe, et ça existe en pratique. Alors est-ce que les dérogations sont données de façon équitable? Je n'en sais rien. Et aux entreprises étrangères? Ça peut arriver parfois. Après, je serais incapable de dire, même si j'ai une petite idée là-dessus, je serais incapable d'être précis et de dire si effectivement elles sont données dans les mêmes proportions qu'aux entreprises américaines. Une autre question? Monsieur? Oui, merci beaucoup pour votre conférence, enfin c'est très intéressant, surtout qu'on n'apprend pas du tout ça au journal télévisé à 20h le soir. Donc moi j'ai l'impression que c'est très noir, et surtout l'avenir avec le TAFTA, le TIPP, comment sortir de tout ce bordel, parce que c'est pire. Voilà. Enfin, est-ce qu'il y a des axes d'espoir, d'espérance, d'amélioration, ou c'est pas du tout le cas? Le climat, enfin. Eh bien, c'est un débat honorable. Je ne voudrais pas terminer sur c'est tout anti-américain, ils sont affreux, il faut les chasser, tout non. La vision des États-Unis, c'est que le monde est en train de se séparer, qu'il y a 2 ou 3 pôles de puissance, dont incontestablement un pôle chinois, et qu'il faut absolument que les États d'Europe soient ralliés à la puissance américaine. Il faut absolument contenir une puissance russe qui pourrait être agressive. Je pense que la puissance russe n'est agressive parce qu'elle a été très agressée dans son étranger proche. Mais c'est un autre débat.
Et donc le souci américain, mais on peut le comprendre, c'est de dire, il y a les pays qui sont avec nous et puis il y a le reste du monde. Et le reste du monde, ces pays-là ne pourront rien faire avec eux sans passer par nous. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un débat honorable. Et donc que faire? Le rêve, c'est évidemment que l'Europe s'affirme. Il y a d'ailleurs des signes, la suspension de Safe Harbor, les sanctions contre Google, etc. Il y a des signes selon lesquels l'Europe peut s'affirmer. L'état de crise dans lequel elle est, est-ce que quelque chose comme l'Union européenne, l'Europe survivra, mais est-ce que l'Union européenne va survivre aux 5 prochaines années? Ça, c'est pas très garanti. Donc je n'ai pas de réponse évidemment à votre question. Je dirais simplement que c'est un débat honorable. C'est pas très rassurant. Alors moi je ne suis pas d'accord avec vous pour la première fois de la soirée. Vous avez donné l'exemple, en tout cas vous allez m'expliquer, vous avez donné l'exemple Nokia qui prend le contrôle d'Alcatel. Pour les besoins des Américains, Nokia est finlandais, Alcatel est français. En quoi les Américains sont là? Ils contrôlent Nokia comme ils estimaient ne pas contrôler Alcatel. C'est un groupe finlandais. J'aurais compris que ce soit avec un groupe américain, mais... Je vais vous donner une explication technique, elle est toute récente et j'aurais oublié assez vite, mais j'ai acquis une compétence dans le domaine des colocom à cause de cette affaire. La Finlande est considérée comme un lieu absolument important et majeur pour les États-Unis parce que quand vous avez des très gros hébergeurs, des très gros serveurs, vous avez un problème de froid. Tout ça fait énormément d'énergie, il faut refroidir. Et la Finlande est identifiée par les États-Unis comme un maillot très important où beaucoup de serveurs et beaucoup d'hébergeurs doivent être situés, notamment parce que c'est tout à côté de la Russie. Et donc la Finlande occupe sur l'échiquier géopolitique mondial pour les États-Unis une place absolument essentielle. Alors juste, vous connaissez la carte de Transparency International, donc l'indice de perception de la corruption. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une carte, c'est un classement qui est fait tous les ans par Transparency International, qui est une ONG anticorruption, et qui va classer les pays des plus corrompus aux plus propres. Et en numéro 1, donc les pays les plus propres, vous avez le Danemark et la Finlande. C'est peut-être une relation de cause à effet. Entre la réussite de Nokia et l'échec d'Alcatel. Le financement de Nokia que vous évoquiez, c'est quoi ça? En gros, je crois que c'est Microsoft qui a racheté une filiale portable de Nokia pour la jeter. C'est-à-dire on n'en a fait rien. Donc en gros, ils ont acheté pour un peu plus d'ailleurs de 10 milliards de dollars de bel argent frais, sonnant et trébuchant, que Nokia a empoché, qui lui a permis d'acheter Alcatel parce qu'il n'avait pas les moyens autrement. Et au bout de 3 ans, je crois que la valeur dans les comptes de Microsoft de leur acquisition est à peu près égale à 0. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien fait, ils ont jeté. Et donc on peut s'interroger sur les fins ultimes de cette opération. Mais dans beaucoup d'autres cas, on peut s'interroger. Il y a une autre question. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je n'ai pas du tout étudié le droit. J'ai étudié les lettres et justement, avec ce que vous avez dit, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une ruée vers l'or du XXIe siècle où les États-Unis essaient de projeter une image d'une nouvelle richesse qu'il faut absolument conquérir. Et justement, je me demandais, où est l'éthique en fait? Oui, parce qu'on est toujours dans une dimension où le droit, enfin naïvement peut-être, je suppose, est censé quand même défendre une cause, défendre l'homme, enfin, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus du tout cette dimension de l'éthique et du juste. Oui, le juste. Moi, je pense que l'image que les Américains essayent de véhiculer à travers les poursuites, c'est justement l'éthique ou la morale. Parce que c'est le côté puritain. Vous avez des exemples récents, jusqu'à une époque récente, lorsqu'il y avait les transactions dont je parlais tout à l'heure, les transactions avec les autorités américaines, il n'y avait pas de... on n'avait pas les autorités acceptaient qu'on ne plaide pas coupable. Donc il y avait un Deferred Prosecution Agreement dont je parlais tout à l'heure, on reconnaît les faits mais pas la culpabilité. Et depuis l'affaire Crédit Suisse et BNP en 2014, eh bien l'opinion publique, le Congrès a mis une sorte de pression sur l'administration Obama pour dire la finance ce sont des voyous et donc à chaque fois ils payent et ils s'en sortent comme ça, cette fois il faut qu'ils plaident coupables. Donc il y a ce côté moral sur lequel ils insistent dans toutes les conférences. Quand vous avez quelqu'un, un speaker qui représente les autorités américaines, on vous parle tout le temps de morale et d'éthique, justement. Le discours c'est celui-ci. C'est que si on fait ça,
c'est pour l'éthique. Si on fait ça, c'est pour la morale. Évidemment, on le sait tous, notamment en matière de sanctions, embargo, c'est quand même de la politique étrangère. Mais ils vous disent, attendez, on ne va pas vous laisser travailler avec des pays comme l'Iran, où on ne va pas vous laisser corrompre parce que ça c'est mal. Donc derrière tout ça, il y a une sorte d'éthique qui est affichée en tout cas. Donc même si dans les faits, je suis d'accord avec vous, cette image n'est pas véhiculée, mais en tout cas le message qui est renvoyé par les Américains, c'est justement l'éthique, justement la morale. Oui, mais c'est leur morale, c'est leur éthique. Leur morale, oui, tout à fait. Vous posez une question importante pour la fin de ce débat. Le premier sujet, c'est pour moi le problème difficile du rapport à la vérité. Le storytelling américain est absolument affolant. Il est affolant dans « nous avons le bon droit et l'extérieur a tort ». Je vous donne un exemple qui est très choquant. J'avais publié une chronique, un papier un peu violent dans le Figaro là-dessus. C'est le sujet de la dernière guerre mondiale. Quand vous regardez le débarquement sur les plages de Normandie, c'est un débarquement américain, c'est une victoire américaine. La réalité, c'est que plus de la moitié des troupes au sol sont anglaises, canadiennes, un tout petit peu françaises. Les 2/3 des bateaux sont des bateaux britanniques et les 3/4 des forces aéroportées sont anglaises ou canadiennes. Dans l'histoire telle qu'elle est enseignée et racontée, c'est une victoire américaine. Et je le dis quand même, n'oublions pas les 20 millions de morts russes dans cette affaire. Et là, le storytelling est absolument affolant. La victoire sur l'Allemagne nazie, c'est une victoire américaine, point. Je suis désolé, c'est pas vrai. La réalité de l'histoire, les plus grandes batailles de chars, etc., les plus grandes batailles que l'histoire ait jamais connues, c'est sur le front d'Est, et c'est la Russie qui a remporté la guerre. Mais vous ne pouvez plus le dire, ça a l'air d'un mensonge. Et le storytelling américain est absolument déterminé. Le deuxième point, pour répondre à votre... d'une phrase, la plus grande criminalité financière au monde, c'est la criminalité de banques, de gestionnaires de fonds, de hedge funds et tout aux États-Unis, qui ont ruiné des États, qui ont ruiné des millions d'épargnants ou de collectivités publiques en Europe sans aucune sanction, et c'est impossible de les poursuivre. Et pour être très précis, ce que Goldman Sachs a fait sur les finances d'un certain nombre de collectivités locales, notamment dans des pays du nord de l'Europe, ça a même donné lieu à un film, When Bubbles Burst, quand les bulles éclatent. Mais c'est impossible de poursuivre des institutions financières américaines aux États-Unis. Vous avez là clairement un déni de justice et vous avez là clairement un deux poids, deux mesures. La grande criminalité financière et bancaire mondiale, elle est d'abord aux États-Unis et elle n'est pas poursuivie. Et le troisième point, mais puisque vous êtes littéraire, je vous renvoie à L'homme révolté de Camus. Je crois que les États-Unis sont partis dans leur fondation du refus de la corruption incarnée par les anciens régimes britanniques et français. Les monarchies étaient corrompues. Et ils avaient une conception très extensive et finalement très morale, au bon sens du terme, de la lutte anticorruption. Je crois qu'on est passé à un formalisme qui fait que seul est passible ou seul est condamnable ce qui est dans la loi. Tout le reste peut être fait. C'est, je crois, le très grand risque de la conformité, c'est que la conformité, en fait, donne un blanc-seing aux dirigeants. Si toutes les cases sont cochées, je peux faire absolument ce que je veux. Je pense qu'on peut applaudir les deux intervenants. Merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce que juste pour finir sur une note un peu positive, parce que là, quand même, on n'a pas l'impression que les prochains jours seront très heureux. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quand même matière à être un peu positif pour l'Europe et la France? Je pense qu'il y a matière à être très positif. Pourquoi un peu positif? On voit quand les entreprises françaises qui étaient cotées aux États-Unis se sont décotées entre guillemets pour la plus grande majorité pour éviter justement un certain nombre de risques. Et puis, continuer à faire du business aux États-Unis, ça se passe très bien. Et donc, même si effectivement d'un point de vue politique, la discussion l'a démontré, il y a un certain nombre de problèmes. Moi, je ne pense pas que toutes les considérations dont on a parlé ce soir empêchent vraiment de faire du business. Parfois, il y a une sorte de deux poids, deux mesures, comme vous l'avez dessiné tout à l'heure, mais je pense que le business continue, les affaires continuent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont aux États-Unis, qui font des affaires, et de plus en plus d'entreprises qui vont vers l'Est et qui font des affaires aussi. Pour terminer, tout ce dont on a parlé, pour moi, c'est un signe de surchauffe de la puissance. Hubert Védrine dit un surchauffe de l'hyperpuissance. Je crois que c'est parce qu'ils sentent que le monde leur échappe, que réellement le monde est en train de devenir plus multipolaire qu'il ne l'était. Ça crée des espaces de liberté. Ça va recréer de la diversité, et donc incontestablement pour des entrepreneurs ou pour des entreprises, il y a matière à aller ailleurs dans le monde, et hardiment ailleurs dans le monde,
quelquefois, il faut simplement éviter de payer en dollars, il faut simplement éviter d'utiliser les serveurs et les outils informatiques américains. Et ça serait bien que vous vous en souveniez. Merci.